Je m'appelle Guillaume Boudaram, donc je suis directeur du laboratoire pluridisciplinaire de criminalistique. Donc je suis docteur en sciences physiques. Donc le laboratoire est situé sur le site Génopôle. Génopôle, c'est un bioparc français qui est situé en Île-de-France, dans le cœur de l'Essonne, et il a la particularité de rassembler sur un même site une université, plusieurs entreprises, plusieurs laboratoires, des écoles et l'hôpital sud-francilien. Génopôle est dédié principalement aux biotechnologies appliquées au vivant, à l'environnement et également à l'agroalimentaire. L'objectif du laboratoire pluridisciplinaire de criminalistique, c'est de contribuer à la manifestation de la vérité en faisant des analyses chimiques et physiques de traces et indices qu'on retrouve sur des scènes de crime. Il y a différents types de traces que je suis amené à analyser. Donc il y a des traces qui sont complètement invisibles à l'œil nu, par exemple les fibres textiles. Une fibre textile, c'est très compliqué de l'avoir à l'œil nu. J'examine également des écailles de peinture qui sont impliquées notamment dans les accidents de véhicules avec des lits de fuite. Donc quand vous avez une collision entre deux véhicules, vous allez avoir un échange de peinture entre les deux véhicules, et donc il est possible d'examiner les différentes couches stratigraphiques de ces écailles pour retrouver et avoir des informations sur les véhicules impliqués. Je suis amené également à analyser des débris d'incendie pour faire de la recherche de liquides inflammables par exemple, et analyser également des canons de fusil de chasse par exemple qui auraient explosé dans les mains du tueur. Donc dans le cadre d'une affaire, que ce soit une affaire, ça peut être un sinistre, mais ça peut être une affaire criminelle ou au sens large, un juge va désigner un expert judiciaire donc, qui est inscrit sur une liste de cour d'appel. Donc l'expert judiciaire va faire son expertise, mais il va arriver à un moment donné où il ne va pas avoir les connaissances pour mener jusqu'au bout ses investigations. Et puis il n'aura pas forcément le matériel pour ça. Et donc dans ce cas-là, cet expert judiciaire peut faire appel à moi en tant que sapiteur. C'est un nom qu'on donne à mon statut. Pour que je puisse moi apporter mon aide et permettre à cet expert judiciaire d'aller jusqu'au bout de ses investigations. Mais je suis également sollicité très régulièrement par des détectives privés, donc dans le cadre de contre-enquête pénale. Donc dans ce cas-là, l'enquête est terminée, mais les personnes qui ont été condamnées clament leur innocence. Donc là, mon travail consiste à reprendre toutes les pièces de procédure, notamment les rapports d'expertise, et à voir s'il n'y a pas eu des raccourcis intellectuels, des raisonnements fallacieux qui ont été commis par les experts eux-mêmes, par les policiers, le but étant de pouvoir acquitter les personnes qui ont été condamnées à tort. En parallèle à ces expertises, je développe en partenariat avec les universités et en particulier le CNAM, des projets de recherche en médecine légale et criminalistique. Donc projet de recherche qu'on dit audacieux et innovant. Donc un projet qui est actuellement développé avec l'ENSAM, donc avec les apprentis ingénieurs de l'ENSAM. C'est le projet Tic Tac qui consiste à améliorer un modèle mathématique, modèle thermométrique, dans le but d'estimer plus précisément l'heure de la mort. L'objectif, c'est on prend la température rectale du cadavre, on prend la température extérieure, et avec ces données, on essaye d'estimer le plus précisément possible quand la personne est décédée, et on tient compte des variations de la température extérieure, de l'isolation thermique par les vêtements, de la position du corps, la conductivité thermique du sol, etc. Donc j'ai été sollicité en tant que sapiteur par un expert balisticien dans l'affaire Rafik Hariri. Donc en 2005, le premier ministre libanais a été assassiné, donc suite à un attentat suicide. Donc quelques années après, on m'a demandé d'examiner une poudre suspecte qu'on a retrouvée à l'intérieur d'un pare-choc de véhicule qui était situé juste à proximité du lieu de l'explosion. Donc là, on a pu déjà, avec ces examens, ces observations au microscope, se rendre compte qu'on a affaire à des particules d'argile qui étaient présentes dans un endroit très particulier à Beyrouth. Donc les formes de dessiccation, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Et en fait, d'une manière plus générale, c'est toute la structure ici, un petit peu ondulée qu'on observe en surface,
qui nous ont permis, hein, après des examens complémentaires, de déterminer la température à laquelle ces particules d'argile ont été portées. Dans le cadre de mon activité expertale, je suis également amené, parce que toutes les traces finalement sont différentes, donc je suis amené à améliorer des techniques analytiques, donc des plus simples aux plus compliquées, qui existent pour examiner les différentes traces qui me sont soumises. Alors, parmi ces traces, je suis amené à examiner assez régulièrement des encres, donc à faire l'examen des encres, pour laquelle on a pu développer une technique chromatographique haute performance, que j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, l'examen des encres est important, notamment lorsqu'on veut, c'est un exemple, hein, révéler un texte qui a été camouflé, par exemple, lorsqu'on veut détecter des ajouts sur un document, pour savoir si le document a été falsifié, et également pour déterminer ce qu'on appelle la séquence chronologique des traits. Donc dès qu'on veut par exemple savoir si une personne a signé le document avant ou après que le document a été imprimé, on peut également me solliciter pour ça. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir s'il n'y a pas eu une falsification de copies d'élèves. Donc vous avez deux copies ici d'élèves, ce sont des QCM. Donc on a la copie d'un premier élève, je lui ai mis la note de 17 sur 20, mais l'élève est revenu me voir ensuite pour me dire qu'à la question 2, pour laquelle il n'a eu qu'un point sur 2, eh bien il avait bien coché les deux bonnes réponses. Idem pour la question 8, l'élève me dit qu'il aurait dû avoir 2 points et non 1 point parce qu'il a coché effectivement les trois bonnes réponses. Même chose, donc il s'appelle Edmond Locard, élève Edmond Locard. Donc dans le même groupe que Bertillon, qui a eu 16 sur 20, mais il est revenu me voir, après avoir eu la correction et après avoir été noté, pour les questions 7 et 10. Donc pareil, hein, je lui ai mis qu'un point sur 2 pour la question 7 et un point sur 2 pour la question 10, mais il estime que, contrairement à ce que j'ai pu voir, il a bien coché les bonnes réponses à chaque fois, et donc qui mérite 2 points pour ces deux questions. Alors ce qu'on va faire pour ces deux élèves, eh bien, on va voir s'il n'y a pas eu 2 encres différentes qui ont été utilisées. Donc l'encre initiale pour composer en classe et une encre différente qui a été utilisée pour éventuellement rajouter la bonne réponse après avoir eu la note et la correction. Ce qu'on va faire un premier prélèvement. Donc on va considérer que par exemple l'encre ici qui a été apposée dans la case 1A, donc c'est l'encre qui a été utilisée au moment de l'examen. Puis on va faire la même chose pour la copie d'Edmond Locard. Et puis ensuite on va prélever ici l'encre qui a pu être rajoutée par l'élève après avoir eu sa copie. Voilà, si on observe une composition pigmentaire différente, eh bien on pourra dire que 2 encres différentes ont été utilisées, ce qui est hautement suspect. L'élève aura à s'expliquer dans ce cas-là. Cet atelier, c'est une adaptation de ce qu'on fait en réalité pour que ce soit plus facilement faisable lors d'un cours de physique-chimie, enfin, dans le cadre des travaux pratiques de physique-chimie. Donc voilà le premier prélèvement. Donc on va le mettre dans un pilulier, comme ça. Voilà. Donc on va mettre du méthanol à l'intérieur de chacun des piluliers, et de sorte que l'encre qui est sur le papier passe en solution. Comme ça on va pouvoir ensuite analyser la solution colorée. Donc là on voit que la solution de méthanol est dans le cône. Et ensuite, je mets tout dans chacun des piluliers. Hop. Je remplirai les autres piluliers tout à l'heure. Donc on observe une solution violette, déjà. Puis ensuite, on a fait la même chose, mais avec l'encre litigieuse qui peut-être a été rajoutée après le contrôle, lorsque l'élève a eu la correction. Et là, déjà, on observe une différence. C'est-à-dire que là, la solution elle apparaît verte. Alors, je vais remplir le premier bécher avec un produit chimique qu'on appelle le N-butanol.
Ici, je vais remplir le deuxième bécher avec de l'éthanol. Et le troisième bécher avec de l'eau. On va mettre les 3 produits dedans et la forme de cette Erlenmeyer va permettre de remuer sans que ça déborde. Donc là je prélève, j'appuie sur S, ce qui va permettre d'aspirer le produit dans la pipette. Voilà. Donc le volume je l'injecte dans l'Erlenmeyer. Voilà. Donc ça, maintenant, je peux le verser dans mon flacon. Donc là, on a fabriqué 20 ml d'éluant, qu'on appelle aussi un solvant de développement, qui va nous permettre, comme on le verra tout à l'heure, de séparer les différents pigments et ou colorants présents dans les encres. On va utiliser une plaque chromatographique comme celle-ci, donc c'est une plaque 20 cm par 20 cm qu'on va devoir découper. Donc je plonge le capillaire dedans, et par capillarité, la solution va monter tout seul dans le capillaire. Donc il faut bien que je regarde vraiment dans mon capillaire, voir la solution monter. En fait, il faut que vraiment la cuve soit pas trop petite, soit pas trop grande non plus, et qu'on puisse y mettre la plaque à l'intérieur. Donc là, simplement, elle est vide, donc je la remplis avec les 6 ml d'éluant. Voilà. Et je ferme la cuve, voilà, hermétiquement, et j'attends 15 minutes, voilà, à peu près 15 minutes, que les vapeurs d'éluant remplissent entièrement la cuve. On va plonger délicatement la plaque chromatographique à l'intérieur de la cuve. Et ce qui va se passer, c'est que l'éluant, il va se mettre à monter, donc par capillarité à l'intérieur de la plaque chromatographique, et l'éluant va entraîner avec lui plus ou moins les différents pigments qui composent les encres qu'on a déposées sur la plaque. Donc là, ce qu'on observe, clairement, c'est une différenciation des encres. Donc les pigments qui constituent les différentes encres ne vont pas migrer de la même façon. Donc voilà, donc si j'éclaire pas, il n'y a pas de fluorescence. Et puis dès que j'éclaire la plaque avec le rayonnement ultraviolet, à 395 nanomètres, on voit les pigments qui émettent une lumière fluorescente. On constate que cette encre, en fait, a une composition qui est très différente de l'encre précédente, puisqu'elle est constituée d'un pigment qui est jaune, mais qui n'a pas migré de la même façon que le pigment jaune précédent. Bon, c'est pas le même pigment, et ils sont jaunes tous les deux, mais ils n'ont pas migré de la même façon, donc ce sont deux pigments différents. Et puis on constate également la présence de deux pigments. On a montré tout à l'heure que ces deux pigments-là étaient fluorescents, sous ultraviolet, donc on a deux pigments rose et un pigment bleu. Voilà. Alors nous, on a interrogé les élèves, Bertillon et Locard, pour leur demander de s'expliquer un petit peu sur ça. Finalement, après les avoir cuisinés un petit peu, Bertillon est passé aux aveux, donc c'est lui qui a eu l'idée de rajouter des éléments de correction sur sa copie, après avoir eu la correction officielle, dans l'objectif d'avoir une meilleure note. Alors sachez que cette expérience est aisément reproductible en classe, donc je m'adresse là aux professeurs de physique, chimie, au collège et au lycée. Donc vous retrouverez en ligne le diaporama complet qui décrit les encres, donc quelles sont les encres, de quoi sont composées les encres. Vous retrouverez également un diaporama sur la technique ici qu'on vient d'utiliser, donc la chromatographie sur couche mince. Je répète que c'est une technique qu'on a adaptée pour qu'elle soit facilement réalisable en lycée. Et puis vous trouverez également le protocole qui décrit complètement cette expérience, la liste du matériel, les différentes étapes à mettre en œuvre
pour arriver à réaliser les chromatogrammes d'encres différentes.